Fouad, je te laisse intervenir donc sur la réponse éducative. On l'a bien dit, il est important pour le scoutisme de comprendre quels sont les besoins et les attentes de la jeunesse pour pouvoir, en réponse, dire quelque chose qui soit intelligent d'un point de vue éducatif. Voilà. Merci d'être avec nous. Fouad, tu as la parole. Merci de me donner la parole. Bonjour. Voilà, c'est un honneur pour moi de représenter les Scouts musulmans de France à cet événement des 25 ans. Mais je vais essayer de donner des éléments de réponse parce que c'est très complexe. Voilà, ça va mieux. Voilà. Donc, ce qui est important, d'avant tout, en tant que Scouts musulmans de France, c'est que d'abord, nous sommes un mouvement de scoutisme. Et que, de ce fait, nous dépassons les questions qui ont été posées ce matin, précédemment, et que forcément, quand on se rencontre avec des jeunes, que ce soit des éclaireurs israélites, des éclaireurs unionistes, des jeunes du scoutisme français, ce qui nous lie, c'est d'abord la chemise. Avant tout, c'est donc un terrain neutre. Et ça, c'est très important de le dire parce que ça nous oblige à dépasser tous ces clivages, bien que nous avons notre propre spécificité, parce qu'on s'appelle Scouts musulmans de France. Et pour témoigner, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de dire qu'on est Scouts musulmans de France, parce que souvent c'est le mot musulman qui est retenu, et on est interpellé systématiquement, d'abord par les institutions musulmanes, on parlait ce matin des mosquées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, avec les jeunes parce que qu'est-ce qui fait qu'on est musulman donc, c'est toujours très difficile de se positionner dans ce domaine-là, mais on a appris, au bout de 25 ans, aussi à expliciter notre démarche. Et donc, bien sûr, on se positionne du point de vue éducatif, principalement, et surtout pas dans des domaines politico-religieux. Le scoutisme est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction de race, d'origine, etc. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire de ce côté-là. On est aussi très complémentaire de ce qui peut se passer dans les mosquées. On parlait d'éducation. Je crois que l'éducation mériterait d'être définie, parce que aujourd'hui, il y a une discipline qui s'appelle les sciences de l'éducation, qui est très vaste. Et là, on est bien dans de l'éducation populaire. Voilà, donc c'est un premier point. Et on est complémentaire dans la mesure où on va offrir autre chose à nos jeunes que simplement de discuter de l'islam proprement dit. Le premier défi que nous, en tant que scouts musulmans, on a eu à relever, c'est un peu de dépasser tous ces clivages. Et pour ça, on a eu le souci d'avoir un programme éducatif qui va être, qu'on veut, très ouvert et surtout universel. Donc, pour citer très brièvement le programme, on parle d'Adam, et que c'est des prophètes, on va relier des prophètes à des axes de développement. Donc Adam pour le corps, Noé pour la mémoire du savoir-faire, Salomon pour la nature, Moïse pour la découverte de soi-même, j'ai oublié, comment ? Jésus pour santé, sainteté, et le prophète Mohammed pour souvenir de Dieu. Donc, Abraham sans les autres. Merci. Donc c'est dès qu'on aborde ça comme ça parle de lui-même. Un jeune va forcément dépasser tous ces clivages, se retrouver. Le but, c'est de donner des repères absolument ouverts, universels, dans lequel tout le monde peut s'y retrouver quelque part. On invite tout le monde à s'y retrouver. Donc, tout le monde peut être scout musulman de France, même si on n'est pas musulman. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on aborde aussi les questions de l'islam avec nos jeunes, avec une pédagogie particulière. Il s'agit pas, on n'est pas un mouvement, je disais tout à l'heure, d'instruction religieuse.
on est un mouvement d'éducation, d'éducation, et on utilise la pédagogie d'éveil. Alors, un petit mot sur la pédagogie d'éveil. Personnellement, je raconte cette anecdote parce qu'elle est significative et que je m'en sers comme cas d'école. Mais voilà, j'ai été interpellé lors d'un camp par une petite fille en pleine activité qui me dit Fouad, est-ce que c'est haram de faire un bisou à quelqu'un? Bien sûr, est-ce que c'est haram? Haram, illicite. Donc bien sûr, je suis très interpellé avec tout mon savoir, tout ça, mais j'arrivais pas à trouver la réponse. Et donc je me suis dit, mais est-ce que je dois répondre? Première des questions, est-ce que je dois répondre? Est-ce que c'est nécessaire de répondre? Et quels risques je prends en répondant aussi à cette question? Alors, forcément, j'ai profité des séminaires animés par notre président fondateur à l'époque et qui, heureusement, m'a fait comprendre que, quelque part, je n'avais pas à répondre. Mon rôle consistait plutôt à amener l'enfant à trouver la réponse en elle-même, mais pas simplement, moi, de la rendre quelque part un peu dépendant de la réponse que je peux donner. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc on va provoquer, aussi, moi je provoque très bien des débats aussi, tels qu'on a pu les voir ce matin, dans des veillées, dans des moments particuliers. On a tous envie de savoir si c'était licite ou pas. Alors, écoute, oui, je prends un peu d'eau, je vais répondre. C'est pour ne pas commettre d'impair. Écoute, pour être honnête, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu à la question. Et je crois qu'elle a fait elle-même sa propre réponse parce que je ne crois pas qu'elle en a fait un cas d'école, mais je crois qu'elle a fait le bisou. Voilà, très, très honnêtement. Donc c'est une jeune fille de 9 ans. Mais derrière tout ça, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, voilà, comment ça se fait qu'une fille de 9 ans va se poser ce genre de questions? C'est ça que nous, c'est ce qui m'a interpellé. On n'a pas, à cet âge-là, se poser ce genre de questions. Voilà. Et en même temps, on prend en compte aussi que les premiers responsables de l'enfance sont les parents. Donc on se doit aussi de respecter la ligne éducative des parents. Et donc voilà, c'est très important. Mais voilà, je pourrais citer d'autres exemples où on parle de la représentation des jeunes. Moi, ça m'est arrivé de poser la question en disant, voilà, pour toi, c'est quoi l'islam? Et le jeune nous disait, c'est un pays. Et il est où le pays? En Arabie Saoudite. Voilà, texto. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Mais de partir d'eux, et le fait que moi, je ne réponde pas dans ces débats, c'était d'autres jeunes qui répondaient. Donc c'est comme ça aussi qu'on les amène à échanger entre eux et à trouver la réponse entre eux, sans que nous, on ait besoin d'intervenir en tant que connaisseurs, savants, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant, très enrichissant, parce qu'ils ont des questions qui dépassent... je ne suis pas sûr que leur questionnement concerne ce qu'on a dit ce matin. Très honnêtement. Ils ont besoin, eux, en effet, il y a les problèmes de discrimination, des problèmes d'intégration, ça les interpelle, mais ils ont envie de dépasser un petit peu tout ça, de par mon expérience, ils ne se posent pas toujours ce genre de questions. Voilà. Si je reformule un petit peu ce que tu viens de nous dire, c'est l'aspect fondamental du scoutisme qui concerne l'éducation par les pairs, notamment. Voilà, c'est ça. Donc je pense que Dominique Bénard, qui est l'ancien secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale du mouvement scout, qui est avec nous depuis ce matin et qui sera là pour la table ronde, la troisième table ronde, reviendra sur ces sujets aussi. Très intéressant de voir que ce qui nous paraît extrêmement délicat aujourd'hui n'était pas un tabou, par exemple, pour le fondateur du scoutisme, Baden-Powell, qui, dans La route du succès, abordait, par exemple, la question de ce que nous appelons aujourd'hui l'éducation affective et sexuelle. Alors, quand on est un mouvement scout, on se positionne bien évidemment comme un mouvement scout. Quand on a une dénomination religieuse sur laquelle on s'adosse, on prend bien évidemment aussi l'essence même de cette dénomination religieuse. Et en France, il y a cette caractéristique en plus d'appartenir à la famille de l'éducation populaire. Donc il y a plusieurs couches identitaires finalement dans le scoutisme, et notamment pour les scouts musulmans de France, et d'être à la fois
un mouvement de scoutisme et de guidisme, un mouvement d'éducation à la citoyenneté, éducation populaire, et d'être un mouvement d'essence musulmane. Donc quand on doit éduquer, d'où parlons-nous, avec quelle identité aussi? Scout, musulmane, citoyen, De France. De France, qu'est-ce qui fait l'essence même? Alors de France, pas toujours, puisque nous avons aussi à la table des amis qui viennent d'Allemagne et de Hollande, et nous voudrions savoir comment ça marche chez vous. Est-ce que vous pouvez nous dire assez brièvement comment le scoutisme fonctionne et en quoi il apporte une réponse éducative aux problèmes que vous pouvez rencontrer, par exemple, en Hollande? Quel est celui qui parle? C'est vous? Merci. Vous Merci. vous présentez? Je m'appelle Mohamed Amin Touhami, je suis de la Hollande, Pays-Bas, président de Scout, association de scouts musulmans des Cercles, le Cercle. La question, excusez-moi pour mon français, elle n'est pas comme. Tout pardonné. Merci. Alors, l'important, c'est l'échange. La question, c'est quoi? La Hollande, ils connaissent, on peut dire, pas du tout le scout musulman. Ou les musulmans en Hollande, on peut dire, ils connaissent, il est presque inconnu. Le scoutisme dans la communauté musulmane en Hollande. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui viennent de là-bas, de la Hollande, d'origine, les premières générations, ils viennent comment on dit, des lieux, géographiquement, surtout de, comment ça s'appelle, la campagne de le Maghreb, par exemple, les Rifs, le nord, presque le nord. Alors, ce ne sont pas des villes, parce que le scoutisme, dans les années 60, 50, on ne connaît pas dans les... Oui, Araba, Casablanca, par rapport au Maroc, je parle sur le Maroc. On le connaît dans Araba, Salé, Fès, comme ça, mais pas la campagne. Alors, la première génération, elle est venue de la comment on peut dire, des lieux de la campagne, elles ne connaissent pas. Alors, les parents qui sont venus ici en Hollande, ils n'ont pas cette expérience de scoutisme. Alors, on voit souvent que quand le scoutisme est connu dans la famille, les autres enfants vont participer dans le scoutisme. C'est pour ça, c'est une raison pourquoi. Maintenant, on a vu que les jeunes en Hollande, ils ont besoin, pas seulement une activité pour remplir le temps, mais aussi une activité où eux, ils peuvent se développer, s'exprimer, d'être un citoyen, avoir comment ça s'appelle, espace, une liberté pour être lui-même, qu'il soit même. Comme vous avez dit, Monsieur Khatir, laisse-le parler, échanger avec ses copains et ses copines. Ils veulent quoi? Pas son père ou l'imam ou quelqu'un d'autre qui vont dire, mais laisse-le, donne-lui l'espace. On doit pas, parce que si on veut faire un copie de notre enfant, ça va pas marcher parce que les parents, ils viennent de Rif, des années 60-50, ils veulent donner cette copie et cette software, et ça ne va pas marcher dans 2016. Alors laisse-le, parce qu'eux, ils connaissent le temps. Et à ce moment-là, on a commencé, je ne sais pas si on peut commencer un petit peu la présentation, on a commencé, vraiment on a commencé 2003. Pas grave. 2003, on a commencé le scout avec un autre groupe à Utrecht, 2003. Presque 3 ans, on a travaillé dans la communauté Utrecht, la ville Utrecht, grande ville. Il y avait beaucoup d'enfants de plusieurs communautés, plusieurs groupes aussi. Mais après 3 ans, on a arrêté parce qu'il n'y avait pas vraiment un
comment ça s'appelle, un développement. Il n'y avait pas beaucoup de membres et on a arrêté là-bas. Mais on n'a vraiment pas arrêté parce que on a resté en contact avec le Scout musulman de France parce que pour nous, en Hollande, c'est une grande inspiration. SMF, aussi le travail de le Scout, par exemple, en Allemagne. Et ça nous donne... nous a donné une grande inspiration pour continuer. En 2012, on a commencé cette association. On a, et tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui étaient 2003 petits garçons, comme Aladdin. Et 2012, il était presque un cadre, qu'on peut dire comme ça, devenu un cadre. Alors, même le travail de 2003, il n'est pas... comment on peut dire, il n'est pas perdu, mais on a investi ça après. 2012, on a commencé avec l'association. Elle est connue par l'État néerlandais. En Hollande, on n'a pas ce partage comme, par exemple, la France ou l'Allemagne, Scout musulman, chrétien et tout ça. On a une association nationale et toutes les autres associations, soit chrétiens, laïcs ou juifs ou musulmans, peuvent avoir son identité, dans les statuts et tout ça. Et voilà, alors peut-être Aladdin peut... Tu veux dire quelque chose? Oui. Oui, vous avez aussi demandé sur l'éducation des enfants. Parce que ici, on pose la question à SMF et à l'allemand. Nous, le demi de nos adhérents n'est pas musulman. Et ils sont pas musulmans, ils sont néerlandais ou vietnamais ou ils ont de plusieurs nationalités. Et on trouve le groupe cible le plus difficile à viser, à toucher, c'est la communauté musulmane. C'est la plus difficile pour contacter avec eux et donc il y a c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est Amin, il a expliqué, Monsieur Amin, il a expliqué, il y a les communautés turques, marocaines, somaliennes, etc., etc. Ils ne sont pas très au courant avec le scoutisme, c'est ça. Mais il y a aussi un autre problème que les parents pensent que ça suffit d'aller à la mosquée, apprendre le Coran, et tu lis le Coran, vous connaissez quelques sourates par cœur, et vous êtes fini. Et les scouts musulmans, nous ne sommes pas une école coranique, mais les versets coraniques, comme il a expliqué M. Khatir, les prophètes, les histoires, ils sont incarnés dans les jeux, dans les activités. Parce que notre vision n'est pas que le Coran est un catalogue de prescriptions, mais c'est une invitation à agir dans le monde avec une vision contextuelle, claire, clairvoyante. Donc, dans les actions, avec les petits-enfants, nous entreprenons les actions dans la société civile avec les autres communautés, avec les vieux, avec les vieilles, avec les autres enfants, avec les autres religions, mais aussi avec eux-mêmes. Donc, comme ça, on incarne cette Coran, on incarne cette tradition prophétique. C'est ça notre éducation. Mais en même temps, c'est pas seulement pour les enfants cette scoutisme n'est pas nécessairement pour les enfants très fructueuse, mais aussi pour les cadres, pour ceux les éducateurs. Pour eux, c'est encore le plus grand défi. Parce que comment transmettre quelque chose à quelqu'un, transmettre quelque chose que vous n'avez pas. Donc il faut d'abord avoir... C'est un plaisir de vous entendre parce que, en vous entendant, il y a des expressions qui résonnent.
Pour certains ici qui ont été impliqués soit dans le scoutisme ou dans l'action catholique, si je regarde ce que font les chrétiens, si on parle d'action catholique, la plupart des gens vont avoir une perception positive en France. Ils vont se souvenir de l'engagement social qu'il y a derrière cette idée d'action catholique. On parlera d'agir chrétien. Est-ce qu'on peut parler d'agir musulman en France ? D'agir musulman. On parle d'agir chrétien, par exemple. On parle d'action catholique. Est-ce qu'on peut parler d'action musulmane ou d'agir musulman ? On ne va pas trouver la réponse, mais vous voyez, en termes de perception. Vous venez de dire être prophétique. Il se trouve qu'en ce moment, un de mes clients aux États-Unis est une église protestante. Et ils parlent de leur volonté d'être prophétique dans le monde. Et quand vous dites ce que vous venez de dire, être prophétique, n'y a-t-il pas des difficultés aujourd'hui pour des musulmans de dire qu'ils ont envie d'être prophétiques en France ou ailleurs en Europe? Je pense qu'en termes de perception, il est intéressant de vous entendre comme vous parlez pour se rendre compte que si l'on fait des similitudes, des similarités plutôt, ou des analogies totales entre la façon dont parlent les chrétiens et la façon dont vous pourriez parler, eh bien les perceptions ne seraient pas les mêmes. C'est du moins la perception. J'en ai, en ce qui me concerne, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus cet après-midi. Si vous me permettez, en termes de gestion de temps, je voudrais savoir comment vous ressentez le débat que l'on a eu ce matin. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Allemagne, la problématique est la même sur les attentes et les besoins des jeunes? Oui, donc d'abord, je voudrais remercier les Scouts musulmans de France pour l'invitation à cet anniversaire et félicitations pour le 25e anniversaire. Et oui, mon nom c'est Tawfiq Hartit, je suis des Scouts musulmans d'Allemagne. Par rapport à votre question, oui, je pense que dans toute l'Europe, il y a presque les défis similaires qu'on peut voir. Ça veut dire qu'il y a une crise de l'identité. Les jeunes sont nés dans une société où il y a beaucoup de turbulences. Ils ne voient pas nécessairement très clair c'est quoi la voie pour leur propre vie. Et c'est pour ça que, à mon avis, le scoutisme est vraiment la voie pour le développement de la personnalité, pour devenir citoyen d'Allemagne, citoyen de la France, de la Hollande, d'Europe, du monde, universel. Et c'est exactement ça l'idée de Baden-Powell quand il a créé ce mouvement il y a plus que une centaine d'années. Il a pensé à développer le jeune dans différents niveaux. Par exemple, le niveau physique, de savoir les limites, l'hygiène du corps humain, etc. On a la partie sociale. Le scoutisme ne peut pas être un jeu solitaire, c'est toujours en groupe. Il y a la partie intellectuelle, ça veut dire le jeune toujours réfléchit sur des problèmes, sur des défis actuels qu'on a aussi dans notre monde. Et à la fin, une partie qui est très importante, c'est la partie de la spiritualité. Ça veut dire Baden-Powell qui a déjà réfléchi à cette époque-là de dire, oui, l'homme, il a besoin d'un sens dans sa vie. Ça veut dire une quête de sens. Et il a laissé ça ouvert. Il a nommé ça comme spiritualité pour laisser aux musulmans d'être musulmans, laisser aux chrétiens être chrétiens, etc., etc. Et c'est pour ça, avec cette idée qu'on a créé en 2010, les scouts musulmans d'Allemagne, après avoir déjà des années d'activités informelles, sans association, mais en 2010,
avec aussi l'inspiration de notre président d'honneur, le Cheikh Khaled Ben Tounes, on a créé le mouvement en Allemagne pour proposer vraiment une possibilité de s'engager dans la société pour des jeunes. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a très très peu d'organisations des jeunes musulmans. On a beaucoup sur le niveau donc on a beaucoup des organisations chrétiennes, mais il y a un grand manque pour les jeunes musulmans. Et ça se voit aujourd'hui aussi, ça veut dire qu'en Allemagne, on a une grande demande auprès des familles musulmanes, turques, arabes, etc. Et j'ai pris un petit peu quelques slides avec moi pour vous. On va pas avoir trop le temps. En réalité, on va pas avoir Oui, le temps de les regarder. juste quelques, peut-être une ou deux, pour montrer un petit peu Je ne sais pas. Qui c'est qui a les slides? Oui, ils sont là déjà. Ils sont là. Donc, oui, la télécommande, on m'a dit, oui, c'est ça. Voilà, donc on a déjà entendu cette matinée la flamme de l'espoir qui était faite en France, et après en 2011 c'était transféré en Allemagne. On a commencé le projet 2012 aussi avec un tour. Prochaine slide s'il vous plaît. Avec un tour en Allemagne, 10 villes qu'on a traversées dans 5 Länder en Allemagne. On a sensibilisé plus que 15 000 personnes, en particulier des jeunes, qui étaient touchés par un message d'espoir. C'est ça. Et la grande finale était à Berlin, et le président de la République, M. Joachim Gauck, qui nous a accueillis, et a parlé aussi de la flamme d'espoir dans son discours officiel du Ramadan. Donc chaque année, le président d'Allemagne fait un discours pour les musulmans, et dans ce discours de 2013, il a parlé de la flamme d'espoir et de vivre ensemble, parce que c'était exactement ça le titre de ce projet en général. Oui, prochaine slide s'il vous plaît. Oui, après, vous avez quelques photos des accueils qu'on a eus dans les ministères, le ministère de la Jeunesse. On a produit pendant ce tour-là une charte de vivre ensemble. Ça veut dire les jeunes qui ont débattu, chrétiens, musulmans, juifs, laïcs, etc., qui ont débattu ensemble pour créer une charte, des demandes concrètes sur le vivre ensemble. On a besoin de quoi? Et on a présenté cette charte-là qui a contenu de 11 points à la politique, ça veut dire au ministère de la Jeunesse, au ministère de l'Intérieur, mais même aussi aux députés du Bundestag en Allemagne, qui fabriquent en quelque sorte la politique et la loi allemande. Oui, il y a beaucoup de coopération. Vous avez déjà parlé de scoutisme catholique, par exemple. En Allemagne, on a exactement cette situation que le scoutisme est organisé traditionnellement confessionnel. Ça veut dire il y a une organisation catholique, il y a une organisation protestante, etc., qui sont tous dans la fédération des scoutismes allemands, et on a des coopérations officielles avec des organisations. Oui, voilà quelques slides de projets très récents à Stuttgart 2015, où on a fait le service dans les interventions, dans la salle d'intervention du congrès synodal de l'Église protestante, avec les scouts protestants en commun. Il y avait des intervenants sur le dialogue interreligieux. C'était la salle aussi, symboliquement, la salle de dialogue interreligieux islamo-chrétien, et les scouts qui font du dialogue pratique, qui ne parlent pas beaucoup sur le dialogue, mais ils le font au service. Et ça, c'était très étonnant pour beaucoup de gens qui ont participé à ce rencontre-là. Oui. On va devoir arrêter. D'accord. Donc, Ça ne vous dérange pas? pas de problème.
quelques Il y a un problème de service de déjeuner. Oui. Je peux pas. Alors, je suis désolé, mais après vous allez m'en vouloir si vous n'avez pas le temps de prendre le déjeuner. Alors il faut faire un choix aussi, en sachant qu'on a encore du temps cet après-midi, hein, bien sûr. Il y avait une diapositive, par contre, sur la loi des éclaireurs. Est-ce qu'on l'a? Non, c'est dans la présentation courante. Bon, c'est pas grave, on la prendra tout à l'heure. Je voulais vous montrer en fait la charte des éclaireurs et des éclaireuses des scouts musulmans de France. Dans le scoutisme, il y a des textes qui, d'une certaine manière, sont structurants, on va dire. Et pour conclure cette matinée, il était intéressant d'avoir une vision de cette loi pour celles et ceux qui ne connaissent pas les scouts musulmans. Voilà. Nourriture spirituelle avant d'avoir une nourriture plus consistante pour nos estomacs. Nous allons nous séparer le temps du déjeuner. On va se retrouver à 14h pour la table ronde numéro 2 qui, sous le même angle des besoins et des attentes, questionnera la vie des familles. Voilà. On va se dire à tout à l'heure.